Autisme, le petit chasseur de fantômes, très touchant documentaire réalisé par Laurent Kouchner et Mickey Mahut. Ce dernier n'est autre que le père de Tom, qui souffre de troubles du spectre autistique, un père aimant, mais qui cherche aussi à travers ce film, vous l'avez compris, à se rassurer et imaginer un avenir épanouissant pour son fils. Car où en est-on concernant l'insertion professionnelle des personnes autistes dans notre pays? Sommes-nous très en retard, comme le sous-entend ce film? Nous allons en débattre maintenant avec nos trois invités présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Étienne Pau. Bienvenue. Vous êtes médecin et aujourd'hui délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, où vous mettez en œuvre la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement pour la période allant de 2023 à 2027, une stratégie dotée d'un budget de 680 millions d'euros. Nous allons bien sûr y revenir avec vous dans un instant. Avec également Stéphanie Fouquet qui est parmi nous. Bienvenue à vous. Vous êtes fondatrice et présidente d'Asperteam, qui est une entreprise sociale et solidaire facilitant l'inclusion professionnelle des profils dits atypiques. Vous avez deux enfants, l'un d'entre eux est autiste et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Guillaume Chocu est également avec nous. Bienvenue à vous, Guillaume Chocu. Vous êtes graphiste, auto-entrepreneur et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce métier. Savoir aussi si ça a été difficile de le faire après avoir vu ce film. Tom, nous avons des nouvelles. Ce film a été tourné il y a maintenant 2 ans. Tom a maintenant 15 ans. Il a eu une scolarité un peu difficile concernant son collège, la 6e, la 5e. Son père me l'a confié juste avant cette émission. Il est maintenant en IME, en institut médico-éducatif. Il n'est plus question pour lui, visiblement, d'être chasseur de fantômes. Sa passion concerne aujourd'hui les films d'horreur et pourquoi pas le cinéma et les films d'horreur. Voilà ce que m'a confié son père juste avant son émission et peut-être nous regarde-t-il d'ailleurs à l'occasion de ce débat-doc. Guillaume, je commence avec vous. Vous êtes graphiste aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce métier ? En fait, j'aime bien ce métier parce que c'est beaucoup plus créatif que la comptabilité. Vous parlez de la comptabilité parce que vous avez suivi également des études de comptabilité, justement. Et ça ne vous a pas vraiment plu. Pourquoi ? Expliquez-nous ce parcours. J'ai commencé à faire des études en comptabilité parce qu'au départ, j'aimais les chiffres. J'étais très doué en calcul mental et même pour calculer les dates et savoir quel jour de la semaine c'était. D'ailleurs, quand j'étais petit, je comptais les marches de chaque escalier que je voyais. Je repérais tous les numéros des plaques d'immatriculation des voitures que je voyais dans la rue. Du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle dans ce domaine. L'expert comptable qui m'a reçu comme stagiaire m'a dit que j'étais très doué pour repérer des erreurs de saisie avec mon sens du détail et de la précision. Ensuite, comme Vous êtes devenu entrepreneur. Oui. Ensuite, comme je ne trouvais pas d'emploi dans la comptabilité, je me suis réorienté vers l'infographie, la mise en page. Et c'est là que je suis devenu auto-entrepreneur pour être à la fois artiste plasticien et infographiste metteur en page. Et mon auto-entreprise me permet de mener de front mes deux activités parallèlement. Mes études de comptabilité me servent maintenant à gérer mes factures, mes déclarations URSSAF et également
mes comptes bancaires professionnels et personnels. Stéphanie Fouquet, je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, l'un de vos enfants est lui-même autiste. Et vous avez vu cette phrase, il a été diagnostiqué, lui, un peu tard, à 12 ans, je Oui, crois. c'est ça. Vous nous avez dit cela dans le magazine Respect. Lorsqu'on a diagnostiqué mon enfant autiste, on m'a dit qu'il vivrait en hôpital de jour toute sa vie, qu'il fallait que je fasse le deuil de l'enfant parfait. Aujourd'hui, il a 23 ans et il travaille aux États-Unis dans le secteur qui le passionne, le cinéma. Bah oui, Un commentaire peut-être sur ce que vous avez vécu oui, avec votre fils. Alors c'était il y a quand même déjà un certain nombre d'années, c'était il y a 10 ans, on n'en est plus au même stade quand même maintenant. Mais c'est vrai qu'au moment du diagnostic, ou même les cliniciens, toute l'équipe clinicienne qui le rencontrait, disaient bon, il vivra probablement dans un foyer, vous inquiétez pas madame, et puis il faudrait le mettre en hôpital de jour. Bon, pour moi c'était inentendable. Donc, par contre, il avait des centres d'intérêt très forts, et ça c'est quand même très spécifique à l'autisme, qui étaient les États-Unis et le cinéma. Et le cinéma d'horreur d'ailleurs, comme Tom. Donc il faisait des jaquettes de films, et maintenant il se trouve qu'il vit de sa passion, et il est parti aux États-Unis pour travailler. Est-ce que vous diriez pour autant qu'il aurait connu le même parcours professionnel s'il était resté en France avec ce type de passion, ou est-ce qu'il a fallu qu'il aille aux États-Unis pour assouvir cette passion? C'est une excellente question. Je pense que ça a été plus facile aux États-Unis parce que c'est la compétence qui compte. C'est la compétence quand on est bon et qu'on le prouve. C'est pas très grave d'avoir des erreurs de langage, de faire quelques erreurs sur les codes sociaux. C'est moins important, donc c'est plus facile. Et d'ailleurs, quand ils cherchent du travail ici, ça reste plus compliqué, alors que là-bas, ils trouvent plus facile. Étienne Pau, c'est peut-être une colle que je vais vous poser, mais dispose-t-on enfin de chiffres officiels concernant le taux d'emploi des personnes figurant dans le spectre autistique aujourd'hui dans notre pays? Alors c'est un peu une colle tout simplement parce qu'on a du mal à avoir ces chiffres parce que c'est étroitement corrélé à la capacité à poser des diagnostics sur l'ensemble de la population concernée par les troubles du spectre de l'autisme. On a fait beaucoup de rattrapage dans notre pays, c'est-à-dire qu'on diagnostique de plus en plus de personnes et surtout de plus en plus précocement. Et c'est vrai qu'on n'a pas ces chiffres. Après, je vais dire les choses... La population dont on parle, moi j'ai le chiffre, la fourchette de 600 à 700 000 personnes aujourd'hui concernées par les troubles autistiques. C'est un chiffre que vous validez, cette fourchette? Oui. En tout cas, on considère, que ce soit d'ailleurs en France ou dans le monde, que 1% de la population est concernée par le trouble du spectre de l'autisme. Donc oui, c'est approximativement ces chiffres pour notre pays. Concernant le taux d'emploi de ces personnes, j'avais cette fourchette de 3 à 11% concernant donc les personnes autistes qui auraient aujourd'hui un emploi en France. Alors, confirmez après cette fourchette, elle paraît très faible par rapport à la population dont on parle. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors je crois que surtout ce que je vais confirmer, c'est que le taux d'emploi reste très faible, trop faible, et c'est pourquoi il faut qu'on fasse encore beaucoup d'efforts et qu'il y a de nombreux dispositifs et de solutions qui sont proposés au travers de cette stratégie nationale pour répondre à cette problématique. Ce qui est difficile pour quantifier, c'est que le trouble du spectre de l'autisme, par essence, c'est un spectre qui est assez large, avec des personnes autistes qui peuvent avoir, par exemple, une déficience intellectuelle associée. Maintenant, on parle plutôt de troubles du développement intellectuel, et puis des personnes qui n'ont pas de troubles du développement intellectuel. Et donc, toutes ces personnes peuvent avoir des besoins dans l'emploi qui sont différents. Et puis, encore une fois, un certain nombre d'entre elles ne sont pas diagnostiquées et peuvent passer hors des radars. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de donner des chiffres, mais encore une fois, c'est trop faible. Et notre objectif dans les années qui viennent, c'est d'augmenter toujours plus le taux d'emploi, enfin l'employabilité des personnes autistes. Parmi les autistes qui souffrent de déficience intellectuelle et celles qui n'en souffrent pas, parmi cette population de 600 à 700 000 personnes, elles se répartissent comment? Alors ça, c'est aussi une très bonne question. On considère qu'en France, on a quelques données qui évoquent que 30% des personnes autistes pourraient présenter un trouble du développement intellectuel associé. Mais là aussi, c'est une très bonne question parce que on n'a pas assez de chiffres, y compris sur ces sous-catégories de personnes, en tout cas ces sous-catégories diagnostiques. Et en fait, c'est fondamental. Ce qui est fondamental, ce n'est pas d'avoir un diagnostic, mais ce qui est fondamental, c'est de savoir quelle est la proportion de la population qui est concernée pour amener des réponses concrètes. Et c'est mon travail aujourd'hui. Les avantages, les atouts et les peurs des entreprises qui embauchent les personnes dont nous parlons aujourd'hui. Commençons peut-être par les avantages, les atouts
de ces personnes autistes aujourd'hui qui cherchent un travail et qui veulent s'insérer dans ce monde du travail et s'épanouir dans leur travail? Quels sont les atouts qui sont sur la table concernant les personnes dont nous parlons aujourd'hui? Il faut quand même rappeler qu'il y a une grande diversité dans les profils, Oui. vraiment. Donc, c'est difficile de répondre à votre question. D'où ce problème sur les parce que- chiffres, d'ailleurs. Exactement. Oui. C'est toujours, il y a autant de personnes autistes que de Oui, formes d'autisme. exactement. Donc, vraiment, c'est ça toute la complexité, peut-être, hein, mais qui est intéressant. Il y a plein d'avantages. Et les premiers, c'est déjà, ils ont envie de travailler. C'est quand même pas rien hein, pour les jeunes qu'on voit. Il y a vraiment une envie de travailler. Il y a souvent de la loyauté. Ils sont très fiables. Il y a le sens du détail aussi hein, dans la perception du monde. Donc, sur des métiers où il faut le sens du détail, il faut être un peu pointilleux, ça peut être très intéressant et ça peut recouvrir plein de métiers. Ça, c'est important. Il y a aussi le fait qu'ils sont un peu différents, donc ils sont un peu plus cash. Quand ils veulent dire quelque chose, ils le disent. Et ça, c'est super dans une entreprise. Parce qu'il faut aussi des gens, des fois, qui disent les choses. Et eux, le côté sans filtre va apporter une manière d'avancer aussi qui est intéressante. Ordonnée, personne minutieuse, personne ponctuelle, la sincérité, la loyauté, la persévérance, ce sont effectivement les traits de caractéristiques qui ressortent le plus souvent. Vous êtes persévérant, organisé, Guillaume? Oui, je suis très organisé. Par exemple, quand je prépare mes expositions, je m'assure que tout soit prêt à temps et pour ne rien oublier avant d'aller installer l'exposition quelque part. Concernant les atouts, peut-être aussi les craintes des entreprises qui seraient tentées par l'embauche d'une personne figurant dans ce spectre des troubles autistiques? Alors, je vais peut-être vous surprendre par rapport à l'échange que l'on a ici, mais c'est vrai que moi, ma préoccupation n'est pas tant de trouver finalement des valeurs ajoutées pour les personnes autistes qui travailleraient dans le milieu ordinaire. Je crois que vous posez la bonne question, qui est plutôt l'acceptabilité de la différence dans l'entreprise. Je suis convaincu qu'on accepte parfaitement que certains salariés soient désorganisés, et je pense qu'on peut tous en rencontrer, on peut tous soi-même d'ailleurs dans notre exercice professionnel avoir des qualités, des défauts. C'est vrai que je tiens plutôt à ce que les personnes autistes, finalement, elles soient accueillies avec leurs qualités et leurs défauts comme tous les salariés. Par contre, c'est vrai, il y a, on va dire, des points d'attention particuliers. On le sait, ça a été évoqué, la précision, la transparence et la loyauté des personnes autistes. Mais mon souhait, il est plutôt que les employeurs se disent moi, je vais employer des personnes autistes parce que tout simplement, elles peuvent répondre aux mêmes tâches que l'ensemble des salariés de ce pays. Et le fait qu'elles puissent avoir quelques spécificités dans l'interaction, dans la communication au sein d'une équipe, c'est pas un problème en fait. On va réussir à travailler là-dessus. Et on va réussir à faire corps dans une équipe. Et c'est ce qu'on montre, notamment avec des personnes autistes, pour le coup présentant un trouble du développement intellectuel, qui pour la première fois cette année vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans des entreprises ordinaires avec l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à la clé. C'est la première fois que l'on transpose cette façon de faire dans le droit commun. Et dans les endroits où on l'a déjà expérimenté, on a des entreprises qui nous disent que finalement elles sont ravies, que c'est excellent pour la politique sociale de l'entreprise parce que finalement, c'est de l'humanité, c'est le respect de la diversité humaine et c'est, je crois, une valeur qui ne date pas d'hier. Vous accompagnez les entrepreneurs dans ce type de démarche, vous accompagnez bien évidemment les personnes concernées. Qu'est-ce qui leur sort par rapport à votre propre retour d'expérience, par rapport à ce qui vient d'être dit par exemple? Moi, je pense que les personnes ont besoin d'être accompagnées, mais autant les entreprises, en fait. Tout à fait. Même presque plus, parfois. Souvent, on oublie ça, hein. Mais c'est comment accompagner tout le collectif pour qu'il y ait vraiment cette culture neuro-inclusive et inclusive en général. Voilà, pour que ce ne soit même plus un sujet du handicap, mais de la diversité. On est tous un peu différents. Ça commence donc par accepter les différences des autres. Tout à fait, mais d'embarquer en fait, du coup, toute l'entreprise pour qu'il y ait aussi presque une méthode pour eux, parce que souvent il y a de la peur aussi des entreprises. Il peut y avoir de la peur des managers qui ont peur de mal faire aussi. C'est pas toujours, ou alors de trop en faire. Enfin voilà. Donc il faut pouvoir les accompagner pour que ça se divulgue, ça s'essaie. Pour cela, il faut des interlocuteurs auprès des entreprises. J'imagine que ce sont les ressources humaines qui sont vos principaux interlocuteurs.
Alors pas forcément, ça dépend des entreprises, des organisations, hein, mais c'est souvent la direction D&I, c'est-à-dire diversité et inclusion, ou alors la direction RSE. Alors évidemment, il faut travailler avec la RH aussi, hein, et puis la médecine du travail, donc c'est vraiment un travail de coordination, mais c'est pas forcément la RH en fait qui sont nos premiers interlocuteurs. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'à l'échelle des entreprises, c'est exactement ça. C'est notamment sur la politique RSE. Au niveau national, on a la chance de travailler aussi avec des fédérations qui nous permettent de financer de la formation pour les employeurs. Parce que j'insiste, vous avez tout à fait raison de le rappeler, on a besoin de former les entreprises aussi à ce que sont les troubles du neurodéveloppement, qui en fait représentent quand même 10 à 15% de la population, si vous prenez l'ensemble des troubles. Donc c'est quand même considérable. Et je tiens quand même à rappeler que dans toutes les entreprises, on trouve des professionnels extrêmement bienveillants qui, dès lors qu'ils sont sensibilisés, formés, ont envie d'y aller. Et c'est aussi le message que je souhaite partager aujourd'hui parce que moi, mon objectif, c'est que sur 2025, 2026, 2027 et après, on ait de plus en plus d'entreprises qui se disent « Ok, c'est parti, je peux accueillir des personnes autistes et ça va bien se passer ». Vous êtes accompagné dans votre travail. Vous êtes auto-entrepreneur aujourd'hui, mais vous avez un accompagnement, j'imagine, et vous avez... Est-ce que vous avez besoin de cet accompagnement ? À quoi vous sert-il pour progresser, Guillaume ? En fait, mon accompagnement sert pour comprendre le contexte, bien intégrer le cahier des charges qu'on me demande, pour être sûr de mener à bien mes missions d'infographiste, metteur en page en freelance. De plus, j'ai une personne qui m'accompagne dans mes préparatifs d'exposition. Plus exactement, au niveau stratégie, pour mener à bien ma carrière artistique. Parce que vous m'avez confié en réalité 2 cartes de visite. Hein. Il y a le Guillaume graphiste, c'est cette carte de visite, et puis il y a le Guillaume artiste. Et ça, c'est l'autre carte de visite dont vous disposez aujourd'hui. J'ai évoqué un budget de 680 millions d'euros pour mettre en œuvre la stratégie entre 2023 et 2027. C'est votre mission. Sur ces 680 millions d'euros, lorsqu'on regarde, il y a assez peu d'argent mis en œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes autistes aujourd'hui en France. Alors, ce n'est pas exactement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, les 680 millions d'euros, c'est des mesures spécifiques de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Mais en réalité, on travaille en interministériel. Et donc, vous avez beaucoup de dispositifs. Par exemple, les plateformes d'emploi accompagnées qui se développent partout dans notre pays. Il y en a une par département qui permet d'accompagner dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Ce sont des plateformes déjà financées qui ne figurent pas dans la stratégie nationale, mais qui donc représentent un budget conséquent. Cependant, et c'est un des points de vigilance, il faut s'assurer que ces plateformes d'emploi accompagnées soient suffisamment, les professionnels qui y travaillent soient suffisamment sensibilisés, formés à ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur lequel j'insiste fortement, et je crois que madame qui est à mes côtés, et Guillaume tout autant, vous y serez sensible, c'est qu'il y a un sujet de lisibilité. Quand je suis une personne autiste et que j'ai besoin d'accéder à l'emploi, où est-ce que je dois m'adresser ? Et parmi toute la kyrielle de dispositifs existants, comment je m'y retrouve. Et ça, c'est notre devoir, notre responsabilité à nous, pouvoirs publics, que de simplifier tout ça. Et ça fait partie des discussions que j'ai avec la ministre du Travail, bien sûr, mais aussi avec la ministre déléguée en charge du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Le père de Tom est allé au Danemark, est allé en Israël notamment, au Canada aussi. Il y a des bons exemples à prendre et des belles leçons à tirer de ce qui est fait à l'étranger en matière d'insertion professionnelle concernant les personnes autistes. Ce père de Tom me disait que par exemple au Danemark, il avait été vraiment ébouriffé, si on peut utiliser ce terme, par le système et le suivi mis en place pour cette insertion. On en était selon lui très loin en France. C'est aussi le constat que vous faites si on le compare avec certains pays exemplaires. Alors, il y a des bonnes pratiques partout. Après, il faut voir si ça s'applique en fait à la France. Hein. Je pense que c'est toujours... Moi, je crois qu'il y a des bonnes pratiques aussi en Italie. En Italie, parce qu'en fait, les personnes sont beaucoup plus en milieu ordinaire.
dès le démarrage. Et là, il y a un vrai sujet peut-être aussi, c'est comment on favorise la participation dès le plus jeune âge, en fait, dans des choses artistiques, culturelles, etc., qui font qu'après, ils seront plus prêts aussi d'aller dans le milieu ordinaire. Et cette culture-là, il faut qu'elle soit insufflée dès le démarrage. Donc ça, c'est l'Italie, c'est le milieu ordinaire. Dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus sur la compétence et moins sur les profils, les parcours, les diplômes. C'est des profils souvent qui ont des parcours assez atypiques parce qu'ils apprennent aussi tout seuls. Ou alors c'est des parcours qui sont un peu alternatifs. Et donc du coup, on passe un peu à la trappe de ces compétences-là. Donc il faut s'ouvrir aussi là, du coup, et inventer aussi des nouvelles manières de recruter. Je pense à Orange, on avait travaillé avec eux pour du coup ouvrir. Ce serait quoi le recrutement inclusif ? Comment on fait en sorte que ça devienne inclusif ? J'ai un trouble du neurodéveloppement, je peux choisir mon mode de recrutement pour pouvoir introduire. Donc il y a plein de choses à aller voir partout et de se dire mais comment on peut en fait s'en servir nous en France et arriver à le développer. Il y a des métiers pour lesquels les personnes autistes sont plus prédestinées. J'en ai listé quelques-uns. La tech, visiblement l'informatique, le graphisme, effectivement, tout comme Guillaume. Aussi le rapport à la nature, des métiers artistiques. Y a-t-il des métiers où il est plus facile que d'autres de s'insérer lorsqu'on est une personne autiste aujourd'hui ? Alors je crois que malheureusement c'est sans doute lié aux possibilités dans ces différents domaines. Il y a sans doute des environnements professionnels qui aujourd'hui sont plus sensibilisés à la question de la différence, du handicap et qui accueillent plus facilement des personnes autistes. Je souhaiterais rebondir sur quelque chose de fondamental qui a été évoqué, c'est que finalement, l'insertion professionnelle, elle devrait se construire dès le plus jeune âge et c'est ce que l'on fait en France. Il y a beaucoup d'expérimentations dans des pays, mais c'est vrai que la France a quand même fait le choix ces dernières années de toujours plus inclure les enfants en situation de handicap à l'école ordinaire. Et c'est là où tout doit démarrer, à l'école ordinaire, accompagner au maximum les enfants, leur donner des solutions d'accompagnement et puis après à l'université, lorsque ces enfants décident d'y aller, par exemple leur proposer aussi des solutions d'accompagnement. C'est ce qu'on porte avec un dispositif très innovant qui s'appelle Atypie Friendly, qui donne un soutien humain, matériel, notamment par de la pérédance. Vous savez que quand vous êtes étudiant autiste, pouvoir être accompagné par d'autres étudiants qui sont autistes, qui comprennent ce que vous traversez, ça aide beaucoup. Et ça, c'est des étapes qui permettent après progressivement d'aller vers l'emploi. Et je suis persuadé que c'est sur ces ruptures de parcours qu'il faut qu'on travaille, c'est-à-dire qu'entre l'école et l'enseignement supérieur, s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, entre l'enseignement supérieur et le travail, s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, avec un point de vigilance, et vous le mentionniez par exemple pour Tom, sur des âges qui sont déjà difficiles pour les enfants qui n'ont pas de troubles du neurodéveloppement, autour entre 16 et 25 ans. Chez les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, il faut qu'on soit encore plus vigilant. Quand on est entre 16 et 25 ans, c'est une période de fragilité, c'est une période de vulnérabilité, et donc il faut qu'on redouble d'efforts pour pas qu'il n'y ait de rupture de parcours. On a bien compris la diversité aussi des profils. Ouais. Malgré tout, je vais vous reposer la même question. Vous avez identifié des domaines où très clairement, il y a plus de possibilités que dans d'autres secteurs de trouver du travail pour les personnes concernées. Dans tous les métiers d'expertise, souvent ils sont assez doués parce que ça répond à leurs atouts aussi, donc ça correspond On a bien. évoqué tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc les métiers de l'informatique, mais pas que. Vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse se dire, on peut ouvrir davantage. Et ça peut être de la pâtisserie, il y en a beaucoup qui sont aussi parce que c'est précis et donc c'est spécifique. Ça peut être la comptabilité, ça peut être du juridique, c'est dans les métiers de la bibliothèque aussi, il y en a énormément. Je crois qu'il y a un travail d'enlever les stéréotypes qu'on peut avoir en fait en se disant c'est pas possible. Donc, et c'est enlever les empêchements pour rendre possible. Par contre, la notion d'environnement est importante. Dans quel environnement ça devient possible, ça devient des environnements qui sont capacitants, et donc ça permet de rendre possible les choses. Et là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus large. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, après ce très touchant, c'est vrai, documentaire, ce petit chasseur de fantômes. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Vous pourrez d'ailleurs réagir à ce que seront ces réactions après cette émission. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.